Bonjour, bienvenue sur Leçon de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Et je pensais que ça passerait vraiment comme une lettre à la poste. Et j'ai dû faire 2 séances de 3 heures pour faire accepter cette idée-là. Et la vérité, c'est que le vote n'est passé que parce qu'en dernière minute, j'ai demandé le vote nominatif. Et comme certains de mes collègues n'ont pas osé affirmer haut et fort qu'ils étaient contre la création d'une infraction spécifique de fait de harcèlement et discrimination, ils ont voté pour. C'est drôle, mais c'est triste. Avocate en droit du travail, elle exerce au barreau de Paris et de Madrid. Valérie Duez-Ruff a accepté de répondre à nos questions et de partager à la fois son point de vue sur la situation des femmes dans la profession d'avocat et de partager ses propres retours d'expérience. Maître Duez-Ruff a été élue au Conseil de l'Ordre de Paris et au Conseil national des barreaux où elle a porté les questions d'égalité et de lutte contre le harcèlement et les discriminations. Elle se décrit comme entrepreneur philanthrope. En effet, en complément de ses rôles associatifs, elle déploie une offre de coaching à l'américaine. Évoluant dans une profession conservatrice où subsistent quelques traces du passé patriarcal, Valérie s'engage pour faire changer les lignes. Face à l'incompréhension, à la condescendance, aux gestes déplacés, elle s'appuie sur de nombreuses ressources et stratégies qu'elle détaille au cours de notre entretien. Vous l'entendrez évoquer les votes nominatifs, les binômes paritaires, les campagnes menées et d'autres actions. Cet épisode du podcast Leçon de Victoire vous offre l'occasion d'entendre Maître Valérie Duez-Ruff qui cherche à faire changer l'institution et les croyances des femmes elles-mêmes. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Perrine. Valérie, avant de vous demander ce que vous faites, je voudrais que vous me disiez quand vous retrouvez autour d'une table avec des participants à une réunion qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous vous présentez ? Valérie Duez-Ruff. Et vous dites rien d'autre ? Non, rien d'autre. Parce que si je dois rentrer dans le détail, ça va prendre assez longtemps. Je crois que j'ai un petit peu de mal à me définir parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais ça reste toujours finalement très cohérent, qui est vraiment par rapport à mon intérêt principal qui est l'humain. Et en fonction de ce fil conducteur, de ce fil d'Ariane, je brode. D'accord. Vous êtes avocate et vous avez beaucoup travaillé autour du travail au féminin. Et pourquoi est-ce que ce sujet-là a autant éveillé votre intérêt ? Parce qu'il me concerne. Donc déjà, c'est vrai qu'on travaille bien ce sur quoi sur ce qu'on connaît bien. Et en fait, ça n'a pas été une volonté de ma part, une démarche militante.
je dois bien le reconnaître, c'est parce que c'est ma propre expérience qui m'a amenée à ces combats-là. C'est vrai qu'alors j'ai toujours eu une volonté d'engagement, puisque pendant mes études, plutôt la fin de mes études, je me suis déjà engagée dans une association d'aide pour les personnes prostituées, qui était le Mouvement d'Uni, où je donnais des cours de français et j'aidais à la réinsertion. Mais vraiment la volonté de me diriger sur le travail des femmes et notamment donc la place de la femme dans la profession d'avocat, c'est issu de ma propre expérience personnelle. Ok. Qu'est-ce que vous avez, en quoi ça a consisté ces actions euh, pour la place des femmes avocates? Alors d'abord en créant une association qui s'appelle Moms à la barre, qui est une association d'aide aux futures et jeunes femmes avocates, qui a pour vocation de les sortir de l'isolement et de lutter contre les discriminations. Et puis après, j'ai mis en place des conventions de mentorat pour permettre aux jeunes femmes de trouver leur place dans la profession, parce que c'est pas toujours facile d'évoluer dans la profession. On sait qu'il y a énormément de femmes qui sont collaboratrices dans les cabinets d'avocats, beaucoup moins associées, notamment dans les structures d'exercice. Et plus on monte en fait dans l'échelle, moins il y en a. Donc il faut leur donner les conseils et la motivation pour y arriver, parce qu'elles ont l'envie, mais elles ont énormément de freins, énormément d'inquiétudes, d'appréhensions liées à la conciliation. Et je pense qu'il faut vraiment les rassurer sur le fait que c'est tout à fait possible. Comment est-ce que vous expliquez tous ces freins? Est-ce qu'il y a des choses historiques, des données historiques? Est-ce que Globalement, on peut quand même dire, toute honnêteté, que la profession d'avocat est assez conservatrice. Je pense qu'il n'y a pas de, je ne dévoile rien de particulier en disant que la profession d'avocat est assez conservatrice. Pour autant, c'est aussi le reflet de notre société. Je pense que dans tous ces travers, mais également dans tous ces aspects positifs, la profession d'avocat n'est qu'une illustration, un concentré de la société en général. Donc, oui, on reste assez conservateur. Finalement, il y a un petit peu de reliquat du système patriarcal, mais malgré tout, il y a quand même de la place pour les femmes. On a eu des femmes bâtonnières, on a des femmes qui sont présidentes de nos instances dirigeantes, donc c'est tout à fait possible d'y arriver. Il faut que les femmes aient la motivation vraiment d'y arriver. C'est pas toujours facile. Je veux pas non plus qu'on ait un discours à responsabiliser uniquement les femmes, parce que c'est aussi de la responsabilité de nos instances de faire de la place pour les femmes, parce que parfois il y a encore des discriminations qui existent, et c'est d'ailleurs pour lutter contre les discriminations que j'ai créé une commission de lutte contre le harcèlement et la discrimination à Paris, pour lutter effectivement contre ces faits-là, et que j'ai fait insérer dans le règlement intérieur du barreau de Paris, qui est un petit peu, on va dire, notre code à nous. C'est ce qui réglemente notre profession, une infraction spécifique de fait de harcèlement et discrimination. Ce qui veut dire que maintenant, tout avocat qui commet une infraction de harcèlement ou de discrimination peut se voir sanctionné et peut même se voir retirer la possibilité d'exercer sa profession d'avocat. vous avez eu beaucoup d'obstacles en essayant de mettre en place ce règlement? Alors la commission est passée comme une lettre à la poste, j'ai pas eu de difficulté. En revanche, effectivement, ce qui me semblait être hyper simple, pour moi, j'inventais pas l'eau chaude, l'interdiction de faire du harcèlement, discrimination, c'est assez basique. Pour moi, ça correspond un petit peu à liberté, égalité, fraternité, et plus encore à nos principes essentiels qui régissent la profession d'avocat. Mais j'ai eu une levée de bouclier quand j'ai présenté ce projet-là à mes pairs. Donc on était une assemblée de 32 membres élus par nos confrères. Et je pensais que voilà, ça passerait vraiment comme une lettre à la poste. Et j'ai dû faire 2 séances de 3 heures pour faire accepter cette idée-là. Et la vérité, c'est que le vote n'est passé que parce qu'en dernière minute, j'ai demandé le vote nominatif. Et comme certains de mes collègues n'ont pas osé affirmer haut et fort qu'ils étaient contre la création d'une infraction spécifique de fait de harcèlement et discrimination, ils ont voté pour. C'est drôle, mais c'est triste. Drôle d'histoire, effectivement. Pour proposer ces nouvelles réglementations, vous avez dû être élu. Alors vous êtes élu, vous l'avez dit, au Conseil de l'Ordre de Paris et au Conseil national des barreaux. J'imagine qu'il y a peu de femmes. De plus en plus. Il y en a de plus en plus, surtout que maintenant, alors, quand moi je me suis présentée, maintenant ça date, c'est-à-dire il y a 7 ans, ça date, mais entre-temps, ont été instaurés des binômes paritaires. De sorte que maintenant, lorsqu'un homme veut se présenter, il est obligé de prendre une femme, et à l'inverse aussi, une femme doit prendre un homme, et ce qui fait que maintenant on est en parité. Mais à mon époque, ce n'était pas encore le cas, et c'est encore plus compliqué, donc lorsqu'on est effectivement une femme, qu'on est jeune, qu'on est hors syndicat, c'est plus compliqué d'être élu. Mais j'ai eu la chance d'être très bien élue, donc je vais pas me plaindre.
Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été élu? Est-ce qu'il y avait vous avez fait une campagne particulière qui a marqué les esprits? Est-ce que justement il y avait peu de femmes qui se présentaient, donc c'était une belle opportunité de vous élire vous? Il y avait des femmes, toutes n'ont pas été élues, donc j'ai fait un très beau score puisque je suis arrivée pile après la bâtonnière sortante, donc j'ai fait un score exceptionnel. La vérité, c'est parce que évidemment, j'ai fait campagne comme tout le monde, parce que lorsqu'on se présente à ces postes-là, il faut faire une vraie campagne politique. Donc, on y est de 8 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir, avec des petits déjeuners, des présentations, des cocktails, ce qui est assez éprouvant et difficile d'un point de vue. Enfin, il faut vraiment se sortir de sa zone de confort, donc c'est pas facile. L'avantage que j'ai eu, c'est que comme j'avais déjà créé l'association et que l'association donc Mame à la barre avait rencontré un très grand succès, malheureusement, je dirais, parce qu'il y avait un vrai besoin. Du coup, j'arrivais déjà avec un capital de notoriété qui m'a permis d'être bien élue. Toutes ces actions que vous menez, c'est du temps sur votre vie et votre profession. Comment est-ce que vous faisiez avant pour concilier à la fois le développement de votre projet professionnel et en même temps mener toutes ces actions-là? J'ai la chance d'avoir des conjoints, enfin, parce que je suis divorcée. Mon ex-conjoint qui est avec moi lorsque j'ai accompagné, lorsque je me suis présentée au Conseil de l'Ordre, a toujours été très supportif. Mon nouveau conjoint l'est aussi, donc j'ai cette chance-là d'être très bien accompagnée. Et puis après, c'est un peu le bazar, hein. J'en ai un peu partout. Je peux pas cloisonner ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est pas possible quand je ferme la porte du cabinet, tout laisser derrière moi. Je suis obligée de retravailler le soir, sinon je pourrais pas tout mener de front. Est-ce que vous pouvez me parler de la réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière? Ah, la réussite professionnelle dont je suis la plus fière. Je dois vous dire que je suis extrêmement fière d'avoir été décorée de l'Ordre national du mérite à 38 ans. Et pourquoi je suis particulièrement fière de ça? Parce que pour moi, c'est une réussite qui est collective. Alors d'abord, c'est comme je vous le disais à l'instant, par rapport à mon conjoint qui a aussi été très supportif, par rapport à mes parents qui m'ont transmis leurs valeurs, et puis aussi je pense beaucoup à mes grands-parents. Pour moi, c'est très important pour mes grands-parents maternels qui sont des immigrés espagnols, qui sont arrivés en France donc quand ma mère avait 7 ans, donc il y a maintenant plus de 50 ans, et qui ont connu une époque très difficile puisque quand ils sont arrivés, ils avaient même pas l'eau chaude dans leur appartement. Ils sont, pour tout vous dire, pas très lettrés. Et pour moi, être décoré par la République française, c'est juste une très grande reconnaissance et je leur dois tout. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est très fort. Voilà. Comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que vous avez été proposé? Parce que on n'est pas nommé par hasard ou par revanche. On a fait des actions, on a mené des actions qui sont particulièrement remarquables, non, j'imagine? Je, je sais pas. En tout cas, c'était pour l'ensemble de mon engagement. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je m'engage pour la profession et pour les gens en général. C'est très gratifiant. Voilà. Donc oui, j'ai eu cette chance-là. Est-ce que dans votre parcours professionnel, vous avez rencontré des difficultés particulières liées au fait que vous étiez une femme? Évidemment. Évidemment, déjà ma première grossesse, enfin plutôt ma première maternité, lorsqu'à mon retour, je partais le soir à 19h, donc dès le deuxième jour, mon patron n'était pas super content, il m'a dit ça va vite me saouler si vous partez tous les jours à 19h. Je pense que là le décor a été planté. Au bout de quelques jours, alors oui, je devais passer associée avant ma grossesse, tout d'un coup au retour, on comprend que mes priorités ont changé. Non, non, non. Je n'ai pas accouché de mon cerveau sur la table d'opération, hein. J'ai toujours ma motivation et mon ambition, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc oui, on voit qu'il y a encore des préjugés sur la place de la femme lorsqu'elle devient mère. Et puis, au fur et à mesure des journées qui passaient, mon patron a commencé à remettre en cause la qualité de mon travail. Et donc un jour, voyant que ni la qualité ni la quantité ne diminuaient, je suis allée le voir et entre quatre yeux, je lui ai demandé mais que se passe-t-il? Et il m'a donné cette phrase qui, pour moi, elle est magique parce qu'elle est vraiment, elle est incroyable et qui est restée gravée dans le marbre. C'est j'en ai rien à faire que vous ayez un enfant ou un mari handicapé. Mon mari n'étant pas handicapé, mais on voit où il place le curseur. Ce que je veux, c'est que vous travaillez plus, sinon j'en tirerai les conséquences. C'est quand même dramatique cette phrase. Mmh. Comment vous avez réagi sur le coup?
j'étais sonnée, mais bon, je lui ai démontré que je travaille tout autant. Et donc après, les choses se sont apaisées. Et puis le naturel revenant au galop, il a repris son travail un petit peu de critique. Et donc à ce moment-là, c'est là que, ne supportant pas la situation, et plutôt que de subir, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Donc j'ai démissionné, j'ai créé mon cabinet et j'ai créé Moms à la barre. Mais avant ça, par rapport à ma situation de femme, ça c'était ma situation de mère, mais ma situation de femme, bien sûr, on a déjà eu j'ai déjà eu des mains dans le dos, très bas dans le dos, donc des propositions, des gens qui s'amusent à nous appeler maîtresse plutôt que maître, mais aussi des confrères condescendants. J'ai déjà aussi eu ça au début de ma carrière. J'étais dans une procédure de divorce. Et puis j'avais en face de moi un vieux de la vieille qui, pour me saluer au début c'était avant une réunion de préparation d'un divorce chez un notaire, m'a serré la main en me la tirant vers le bas. Et moi j'ai serré la main très fortement, puisqu'en plus j'ai une poignée de main assez ferme. Et avec le sourire, comme si de rien n'était, j'ai laissé faire parce que mon ego ne se joue pas là. Par contre, j'avoue avoir eu une petite pointe de satisfaction lorsque j'ai gagné le dossier haut et fort ensuite, mais bon, voilà, ça c'est l'histoire après qu'il a dit. Et vous avez l'impression que c'est courant dans votre profession encore aujourd'hui, malgré les règles que vous avez essayé d'instaurer, malgré l'évolution de la société? La société évolue, mais on voit bien qu'elle évolue pas encore assez vite. Il y a encore des réticences, il y a encore beaucoup de craintes. Mais par exemple, quand j'ai lutté pour l'insertion dans le règlement intérieur du barreau de Paris, la critique qui revenait toujours, c'est toujours la même rengaine qu'on entend, c'est oui mais on sait pas, avec vous maintenant on peut plus draguer, on peut plus. Je pense que on sait très bien où se trouve la frontière entre de la séduction et de la drague et de la gêne. Pour moi la règle elle est simple, dès qu'il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir. C'est hyper clair. On sait très bien où est la frontière. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Donc, on sait très bien où s'arrêter. Et quand on ne s'arrête pas, c'est qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Après, on peut être un peu maladroit, mais dans ce cas, on se ravise et on s'excuse. Et donc, pour moi, il y a encore des réticences de la société à vouloir changer. Et je pense que pour moi, le plus grand apport des affaires MeToo, de tout ce qu'on voit en ce moment, c'est par rapport aux femmes elles-mêmes. C'est les femmes qui doivent être éduquées sur les limites qu'elles doivent fixer, parce qu'on a trop longtemps, et je fais partie de cette génération qui a pendant trop longtemps accepté des comportements qui étaient inacceptables, mais parce qu'on nous a conditionnés comme ça. Donc pour moi, le plus grand apport des affaires MeToo, c'est ça, c'est d'apprendre aux femmes à fixer des limites, et des limites bien plus près de la réalité que ce qu'on a toujours laissé faire. Il y a combien de femmes aujourd'hui dans votre profession d'avocat, vous savez? J'ai pas les chiffres les plus récents en tête, mais on est plutôt de l'ordre de 55-56%, et ça monte à 70% dans les écoles d'avocats. D'accord. Et vous avez l'impression qu'être une femme en tant qu'avocate, ça a des avantages, des bénéfices à être une femme à être une avocate? Dans certains domaines, certainement. Je pense au droit de la famille. Parce qu'il faut savoir que dans la profession d'avocat, il y a certains domaines qui sont particulièrement dévolus aux femmes. Par exemple, le juge aux affaires les affaires familiales, le divorce, ça va être une activité plus féminine. En revanche, les fusions-acquisitions, les montages, ça va être plus masculin, traditionnellement. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, mais c'est un peu comme dans la répartition de la société normale. Tout ce qui est plus domaine du care, de prendre soin de l'autre, ça va être plus typiquement des activités dévolues aux femmes. Donc les activités là, pour les avocats en affaires familiales ou en droit du travail, il va y avoir plus de femmes. Mais est-ce que ça m'a servi? Je raisonne pas en fait en inconvénient ou en avantage. Moi, je trace ma route. Si la situation dans laquelle je me trouve ne me convient pas, j'en change jusqu'à trouver celle qui va me convenir. Et je ne m'arrête pas à un obstacle. Pour moi, les obstacles, c'est juste des façons de rebondir et de transformer un obstacle en opportunité. Parlons de ça justement, parlons du care et du fait que vous avez vu des opportunités. Vous avez développé aussi toute une offre d'accompagnement pour les femmes en particulier, j'imagine. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, mon offre s'adresse à toutes les personnes parce que je considère qu'on a tous besoin d'aide. C'est vrai que peut-être qu'elle va plus parler aux femmes parce que comme je suis une femme et que je connais bien les problématiques féminines et que beaucoup de mes actions dans le passé ont été pour les femmes,
mais mon offre est ouverte à tous. Et comment est née cette envie-là? D'abord, comme je vous l'ai dit, mon envie d'aider les autres est là depuis toujours. Mais dans mon activité d'avocat, alors moi donc j'exerce en droit du travail, et ma façon de faire, je dirais qu'elle est à 70% psychologique. Dans le droit du travail, quand on a une difficulté avec son patron, avec ses collègues, il y a beaucoup de psychologie. Et lorsqu'on est en burn-out, parce que moi j'ai 2 spécificités, donc qui sont la négociation de départ et les risques psychosociaux, donc harcèlement, discrimination, burn-out. Quand on est en situation de burn-out, il y a souvent quand même un aspect personnel qui vient s'imbriquer dans le professionnel. Donc il est important d'avoir une vision globale de la situation. Donc quand j'aidais les gens dans le domaine professionnel, il y avait déjà une interférence personnelle. Mais je ne pouvais pas déontologiquement avoir les coups des franches pour intervenir sur la partie personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette activité connexe et accessoire à la profession d'avocat, ce qui est d'ailleurs autorisé par ma déontologie, pour aider les gens de façon plus globale. Et là, j'ai carrément étendu effectivement mon offre avec un accompagnement, et notamment en ce moment, je fais des formations en ligne parce que avec le Covid, c'est quand même pas mal le confinement de pouvoir se former à distance. Donc, j'ai effectivement fait ce switch et cette offre en fait plus globale et plus holistique pour vraiment accompagner les personnes dans leur globalité. Est-ce qu'avec maintenant toutes les années de parcours professionnel que vous avez eu, il y a quelque chose qui émerge que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours professionnel? Je réfléchis, je ne crois pas. En fait, je crois que les clés que je transmets aujourd'hui sont celles que j'ai toujours inconsciemment suivies. C'est de ne pas se fixer de limites, de croire que tout est toujours possible et d'oser. Et par exemple, j'ai jamais eu de plan de carrière. À 18 ans, j'aurais jamais pu imaginer avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai jamais eu de plan de carrière, mais justement, je me suis jamais laissée enfermer dans un plan de carrière. Comme tout a toujours été possible, je reste ouverte toujours aux opportunités. Et j'en crée, du coup. Donc c'est vraiment, il faut oser. Et la semaine dernière, j'intervenais à la fac, sur Zoom, bien sûr, dans un programme à la fac, et je leur disais, parce que la question qui m'était posée, c'est quel conseil pourriez-vous me donner? Et je leur disais vraiment d'oser. C'est vraiment ça pour moi qui est le plus important. C'est d'oser, de croire en fait en ces projets, que si nos projets sont conformes à nos valeurs, il faut pas les lâcher, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut toujours s'écouter soi, écouter ses valeurs et aller jusqu'au bout de ses rêves et faire de sa vie un rêve. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous voudriez donner spécifiquement à une jeune fille qui rentre sur le marché du travail? De ne pas se laisser enfermer par une étiquette. De ne pas croire que parce qu'elle est une femme, elle a moins de chances que les hommes d'y arriver. De ne pas croire que parce qu'elle devient mère, elle doit renoncer à sa carrière. Et de vraiment toujours croire que tout est possible. Et de fixer des limites aussi. Comment est-ce que vous faites, vous, pour vous ressourcer, pour tenir dans la durée? C'est une question piège, ça. C'est une question piège parce que j'en ai tellement partout. Je crois que, en fait, ce qui m'aide à tenir, parce que là, pour sortir mon projet, j'ai bossé, pour tout vous dire, pendant 4 mois à hauteur de 18 heures par jour. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. Ce qui m'aide vraiment à tenir, c'est la passion que j'ai pour ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais. Donc, c'est vraiment un moteur puissant. Pourquoi je vous dis que c'est une question piège? Parce que il y a 3 ans, j'ai été en burn-out. Donc c'est pour ça que c'est comme quoi on est même si je suis la spécialiste de burn-out, bien parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça m'est arrivé aussi parce que c'est arrivé après mon divorce, après toutes ces années-là de création de mon cabinet, de campagne au Conseil de l'ordre, de mandat conseil, de campagne au Conseil national des barreaux. Donc tout ça en fait, ça s'est accumulé. Et puis au moment de mon divorce, de mon déménagement et de mon emménagement dans mon nouveau foyer, je crois qu'en fait j'ai perdu pied et puis j'ai été en burn-out pendant 9 mois. Et ça m'a appris à temporiser et ça m'a, et donc, quand on me demande, d'ailleurs, j'anticipe votre question à venir, quand on me demande quelle est la leçon à tirer du burn-out, et je réponds que la plus grande leçon à tirer, c'est l'humilité. C'est d'admettre qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut laisser le temps à la nature de faire son œuvre. Belle leçon, effectivement, c'est bien de le savoir. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui sur l'évolution de la place des femmes dans la société?
Alors, je suis pas la bonne personne pour poser cette question-là parce que moi, je suis par nature optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Objectivement, blague à part, il y a énormément de progrès qui sont intervenus ces dernières années. On ne peut pas non plus cracher dans la soupe et puis se dire que rien n'a été fait. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je pense qu'il faut quand même saluer le travail qui a été parcouru. Et je pense qu'il faut aussi saluer le travail des hommes de nous laisser de la place. Parce que on ne peut pas toujours être dans une rivalité, dans une dichotomie hommes et femmes. Je pense qu'on a besoin les uns des autres. Et j'ai l'impression que les hommes, certains sont encore réticents à nous faire la place, mais beaucoup sont prêts à nous faire de la place. Et donc, il faut aussi les saluer pour ça. Dernière question, quel est votre prochain défi professionnel ? Mais terminer, enfin déjà aboutir celui dans lequel je me suis lancée, le développer à fond. C'est une grande question parce qu'en fait, oui, j'ai toujours une longueur d'avance. La vérité, je vous le dis, je ne suis pas censée en parler, mais j'aimerais peut-être prospecter dans un autre pays, peut-être outre-Atlantique, peut-être en Espagne qui est aussi mon pays d'origine. Je ne sais pas, tout ceci est encore en réflexion. Parfait. Merci beaucoup Valérie de cet échange. Merci à vous, Kevin. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.